Le dollar US a encore raté le coche sur le marché d'échange. Dollar US, bon Dieu, pourquoi es-tu si faible alors que tu avais toutes les bonnes raisons d'avancer? Oh, dollar US, finalement, tu as quand même commencé à avancer, souvenez-vous, à partir du 28 février et jusqu'au 20 mars. Le dollar fut la devise du FX la plus forte sur le marché d'échange, avec même d'ailleurs des institutionnels qui commençaient à acheter le dollar US. Et bien malgré le stress géopolitique, malgré l'incertitude macroéconomique systémique, malgré des achats institutionnels, le dollar américain a été incapable de donner un signal technique haussier moyen terme. Il a échoué sous le pivot technique. Il ne valide pas de renversement aussi. Il reste dans une tendance baissière en place maintenant depuis l'année 2022. Mais pourquoi est-ce définitivement terminé alors que là, il avait tout le cadre pour avancer? Chers amis, dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, dollar US, tu as encore raté le coche. Et quelles sont donc les conséquences pour toi, mon ami? On fait le bilan. Alors, je vais reprendre avec vous précisément le comportement du dollar depuis le 28 février. Vous allez voir que sur un certain nombre de taux de change, on va regarder beaucoup de paires majeures, de devises émergentes. D'ailleurs, les devises émergentes, vous avez vu le marché action. Dans la façon dont les marchés actions sont se repris depuis début avril, complètement déconnectés de la réalité fondamentale, mais peu importe, les marchés actions savent se projeter. Alors maintenant, on se projette très loin. Bon, c'est d'abord les marchés actions émergents qu'on fait le nouveau record. Je vous avais fait une vidéo spéciale d'ailleurs sur ce sujet en février en expliquant que c'était la diversification. Marché action brésilien, nouveau record. Marché action polonais, nouveau record. Bon, sur le marché d'échange, le yuan écrase le dollar. Je vais d'ailleurs en parler de la Chine parce que ça, c'est une des raisons de la faiblesse structurelle du dollar qui, malgré le stress géopolitique, on parlait quand même de 15 millions de barils qui passaient pas le détroit, quoi. Bon, sur une offre mondiale de 100 millions. Là, le dollar, dans cet épisode-là, n'a pas été capable de valider un signal bullish. C'est mort pour lui, c'est foutu. Enfin, foutu. Pas cette année, en tout cas. Bon, alors donc on va passer en revue donc ces devises émergentes. Vous allez voir le yuan qui prend le dessus, le nouveau record du marché action, le réal brésilien qui reste très fort. Bon, alors pourtant pas de baisse de taux avant fin 2027, l'inflation US qui remonte. Enfin voilà, tout le monde, j'imagine beaucoup d'investisseurs mettaient un billet sur bon voilà c'est le moment du dollar. Et ben non, il a encore raté le coche. Alors, quand on rate le coche, c'est qu'il y a des raisons plus profondes qui sont structurelles. Et ces raisons, justement, je vais vous les détailler. Et finalement, ce sont des raisons plus profondes de... Alors, j'aime pas le mot dédollarisation, mais c'est quand même une réalité. Un certain nombre de pays réduisent leur exposition à ce qu'on appelle le système dollar, même si, attention, que ce soit dans le commerce mondial ou les réserves de change à travers le monde, le dollar US reste incontournable et écrasant. Mais petit à petit, il perd du poids. Et puis, bon, franchement... Dans cet épisode de stress géopolitique, nous avons pu entendre des discours alarmistes de type envolée de l'inflation, hausse de taux à venir. Jamais, il n'y a aucun monde où la réserve fédérale de Kevin Warsh montera les taux. Aucun monde. Alors d'ailleurs, va-t-il vraiment arriver à partir du 15 mai, l'ami Kevin? Ça fait beaucoup d'amis dans cette vidéo. Monsieur Warsh va-t-il arriver? C'est compliqué. Il y a un processus de validation de sa candidature, notamment auprès de la commission bancaire du Sénat US. C'est pas gagné. Ça pousse à la Maison-Blanche pour le faire valider, pour qu'il puisse, dès le 16 mai, prendre la place de Jérôme Powell. Ce n'est pas acquis, mais il arrivera de toute façon cette année. Et ça fait probablement aussi partie des raisons qui expliquent que le dollar, malgré le contexte, a raté le coche. Chers amis, dollar US, pourquoi as-tu encore raté le coche? Bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Le CrossFit commence à porter ses fruits. Alors c'est parti. Dollar US, pourquoi es-tu si faible? Pourquoi as-tu encore raté le coche alors que tu avais tout pour toi dans cet événement de stress géopolitique que les marchés financiers, en tout cas le marché action, ont grandement ignoré, en tout cas dès la fin du mois de mars? Reprenons l'histoire de manière honnête. Le dollar US était tout de même, l'est un peu moins maintenant, la devise majeure la plus forte du FX depuis le 28 février, mais il est presque revenu à la case départ. Et le plus important arrive. Alors oui, effectivement, dollar,
vous avez sous les yeux la performance des indices devises depuis le 2 mars. Pas de sujet, le dollar est premier. C'est le seul à être au-dessus de zéro. DXY, son petit code, hein. DXY, le dollar. Le XY aussi d'ailleurs. Il est leader, mais il retombe donc depuis la fin du mois de mars. Le dollar américain, vous avez ici un graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières du dollar US face à un panier de devises. Et donc, ici, c'est donc le lundi de mars. Donc, souvenez-vous, les opérations militaires ont commencé le samedi 28 février. Donc, le point de référence, c'est la clôture du vendredi 27 février. Donc, depuis la clôture du 27 février, qui était donc cette bougie-là, le dollar a progressé jusqu'au mardi 31 mars. Et mardi 31 mars, il nous a fait une superbe structure en avalement baissier, terminologie japonaise, terminologie en bougie japonaise. Cette pattern ici en avalement baissier sous une résistance, pattern de renversement baissier, confirmé par un puissant gap baissier ouvert le mardi 7 avril sur le marché des changes, qui fait d'ailleurs écho au gap haussier donné sur le marché action, et donc le dollar US est revenu à la case départ. Le dollar US est revenu à la case départ et est dans l'impossibilité, à la grande différence d'ailleurs de la seconde année du premier mandat de Donald Trump, de valider un renversement haussier. Malgré les divergences, malgré un momentum qui ressemble beaucoup à la situation de 2021 ou de 2018, seule l'action des prix compte. Les divergences ici n'indiquent qu'un range. Ici, le dollar avait validé une pattern de renversement haussier en franchissant une résistance. Ici, le dollar avait validé une pattern de renversement haussier en franchissant une résistance. Ici, le dollar était à 2 doigts de le faire. Tout à l'heure, je vais passer en vue tous les horizons de temps. C'est juste l'intro. Et il ne l'a pas fait. Il reste donc enfermé dans une dynamique de baisse en place depuis octobre 2022. Le pire est-il à venir sur un dollar qui n'est pas capable de progresser, en tout cas de valider une cassure de résistance lorsque la situation géopolitique est compliquée. En tout cas, le dollar est quand même donc globalement à l'équilibre depuis le début du conflit. Mais il a déçu un certain nombre de traders forex qui avaient parié sur lui, et notamment les traders institutionnels, vous allez voir, qui s'étaient exposés à l'achat et qui là revoient un peu leur exposition. Comportement du dollar US depuis le 28 février dernier. Lorsqu'on va avoir une vraie vision du comportement du dollar US, il ne faut pas se contenter de la représentation du dollar face à un panier de devises sous la forme d'un indice synthétique. Regardons du côté, et puis c'est pareil, lorsqu'on parle de dollar, euro-dollar, dollar-yen, alors vous n'avez pas tort, parce que ce qu'on appelle le DXY, qui est donc l'indice, qui est le code du dollar US, donc dans les grandes salles de marché, tout le monde regarde le DXY, tout le monde connaît le DXY. Sur Bloom, c'est DXY, point final. Bon, mais dans ce DXY, il n'y a que des devises occidentales. Alors, on parle de devises majeures. Vous savez que le yuan chinois est encore mis dans les devises émergentes. Idem le peso mexicain, le réal brésilien, le ron sud-africain, le won sud-coréen, alors que ça n'a rien à voir. Peu importe, c'est une classification forex. Mais moi, j'ai toujours pensé que pour avoir une vraie idée de ce que fait le dollar, il faut certes regarder le DXY, donc essentiellement euro-dollar et USD-yen, puisque vous voyez que c'est la majeure partie du DXY, et bien sûr les devises émergentes dites core, les principales puissances émergentes. Donc là j'ai mis l'Inde, la Chine, le Brésil, le Mexique, etc. La Corée du Sud, même c'est un pays développé, la Corée du Sud, mais peu importe, c'est toujours dans les devises émergentes. Pour avoir une vraie idée, et vous allez voir qu'au fond, regardons, faisons un tour d'horizon. Allez, on fait un tour d'horizon. Donc le principe c'est quoi ? En noir, j'ai mis ici en noir, là c'est encore en vert, mais je vais passer en noir. Sur le graphique, j'ai mis le point de départ des opérations militaires. Donc 28 février. Donc globalement, vous voyez que le dollar est revenu à la case départ. S'il bascule là en dessous, c'est très faible. Mais il est revenu à la case départ. Regardons par exemple sur l'euro-dollar. Intéressant. Début des opérations militaires, effondrement de l'euro-dollar, enfin effondrement, il est tombé donc à 1,14 et retour de l'euro-dollar à la case départ. Prenons d'autres exemples. Tenez, prenez l'exemple de l'USD CNY. Début des opérations militaires, le dollar est en baisse maintenant. Face au yuan chinois, et là il y a un vrai sujet. Alors, la hausse du yuan depuis maintenant un an, elle est de 7% face au dollar américain. Il y a des raisons structurelles à ça, il y a des raisons commerciales et des raisons structurelles. La Chine s'extrait petit à petit, si vous voulez, la Chine, elle est encore complètement imbriquée dans le système dollar US. Les réserves de change de la Chine en USD, c'est autour des 1500 milliards de dollars.
Mais ça baisse, ça baisse. Et récemment, la Chine a donné comme instruction au début d'année à ses institutions financières, banques, assurances, etc., de cesser de s'exposer, de ne pas revendre leur exposition à la dette US, mais de cesser de s'exposer avec de nouvelles positions sur la dette US. Donc petit à petit, si vous voulez, la part du dollar, la part de la Chine dans son exposition au système dollar, à travers ses réserves de change, mais sa détention de titres aussi, est en train de diminuer. Bon, et puis à ça s'ajoute aussi, bien sûr, les déséquilibres de la balance de transactions courantes entre la Chine et les États-Unis. Bon, bref, l'excédent commercial massif de la Chine sur les États-Unis. Mais donc, le dollar, après une hausse initiale, se retrouve maintenant en baisse face au yuan chinois. Prenez l'exemple aussi du réal brésilien. Alors, là, pour le coup, voilà le point de départ des opérations militaires. Hausse initiale du dollar US et chute dès le 23 mars. Effondrement du dollar. Le dollar US continue donc de chuter face aux devises émergentes. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, si ça vous intéresse. Je ne montre jamais les vidéos que j'ai fait pour dire j'ai raison, j'ai tort. Parce que parfois j'ai tort, parfois j'ai raison. Peu importe, c'est juste si ça vous intéresse. J'avais fait une vidéo début février sur justement cette force des devises émergentes. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré le conflit, malgré le stress géopolitique, après une phase initiale de faiblesse, les devises émergentes ont tout de suite repris le dessus sur le dollar américain. Pour quelles raisons? Toutes ces raisons, je les ai détaillées dans cette vidéo. C'est dans la playlist Fast and Forex sur la chaîne. Ce sont des raisons d'arbitrage, de taux d'intérêt et de balance des transactions courantes. Mais typiquement, un pays comme le Brésil, exposition aux matières premières, hausse des matières premières, le pays profite, et puis surtout des taux d'intérêt de 14 ou 15%, carry trade, voilà, arbitrage. Et personne ne croit, par les fins du mondiste, en une hausse de taux aux États-Unis. Dans un monde, dans une administration trumpienne et une banque centrale qui petit à petit passe sous le contrôle indirect de l'administration politique, du pouvoir exécutif, c'est impossible, mais comprenez bien que le départ de Jérôme Powell, on verra déjà s'il a vraiment lieu le 15 mai ou pas, est un départ pour justement ne pas augmenter les taux sous ce deuxième mandat de Trump. Bon, dans tous les cas, donc effectivement, le dollar est en baisse face au réal brésilien. Je vais vous montrer, regardons d'autres exemples. L'exemple du dollar australien, devise très liée au yuan d'ailleurs. Donc ici, début des opérations militaires. Dans un premier temps, le dollar s'est renforcé et ça y est, le dollar est déjà en baisse. Maintenant, le dollar est en baisse depuis le 28 février face au dollar australien. L'AUD-USD est en hausse. Donc le yuan, le réal brésilien, le dollar australien, retour à la case départ face à l'euro-dollar. Alors oui, par contre, le dollar est toujours en hausse face au yen. Mais en même temps, le yen, les taux toujours extrêmement bas. Le yen est sous pression de la politique monétaire qui reste quand même relativement par rapport aux autres politiques monétaires très accommodantes. Et aussi donc l'incertitude sur la politique budgétaire menée par la nouvelle première ministre japonaise. Donc là, bon, c'est pas surprenant que le yen reste une devise faible. Mais donc voilà, le dollar US, globalement, a manqué le coche et donc revient à la case départ face à un certain nombre de devises majeures ou émergentes. Alors, c'est étonnant, le dollar a raté le coche, pourtant, il y a des faits, les faits sont là, je ne les nie pas. L'inflation US remonte. Le marché n'attend plus de baisse de taux de la Fed avant fin 2027. Mais c'est là où le marché, pour moi, est dans un positionnement, je n'y crois absolument pas. Et je pense que le marché des changes nous dit justement qu'il faut être prudent par rapport à cette anticipation. Oui, l'inflation rebondit. Logiquement, en mars, elle est à 3,3% en nominal selon le CPI, parce que c'est mathématique, le prix du pétrole et du gaz. Mais la vraie inflation, c'est l'inflation sous-jacente, l'inflation core. Et là, la divergence est nette. Aucun impact. L'inflation sous-jacente reste parfaitement flat à 2,6. Parce qu'il y a des pressions des inflationnistes sur les autres composantes de l'inflation, notamment sur l'immobilier, qui se fout complètement de ce qui se passe autour du Golfe Persique. Et ça va retomber avec la baisse du prix du pétrole et du gaz. Alors ça va prendre du temps, attention, ça va prendre 4-5 mois, peut-être un peu plus. Et c'est ça qui compte. Et ça, il faut bien le voir. Ça. Et on l'a vu encore récemment dans le PPI. Donc, si vous voulez, avec une inflation sous-jacente qui reste complètement sous contrôle, bon, pas de baisse de taux avant fin 2027, moi je n'y crois pas. Moi je mets un ongle à couper, vous voyez que je prends pas de risque quand même, parce que bon,
sert quand même à quelque chose, les mains et les doigts. Donc je mets un ongle à couper, que nous aurons une baisse de taux cette année. Et donc pas en 2027. En tout cas, je pense que c'est aussi une des explications du fait que, malgré le contexte, malgré ce que fut le reste systémique, géopolitique, tout ce que vous voulez, global, macro, macroéconomique, approvisionnement en pétrole, stock de pétrole, tout ce qui est rabâché à droite à gauche, le dollar, si le dollar n'est pas capable de donner un signal bullish dans un contexte de risque systémique, dans quel monde donne-t-il un signal bullish? C'est comme ça qu'il faut se poser, je pense, la question. Enfin, regarde, bon, c'est ma vision des choses, après voilà, peut-être tort, hein, mais c'est comme ça que je lis un peu la situation. Donc, effectivement, l'inflation remonte, pas de baisse de taux avant fin 2027. Et en plus de ça, donc oui, c'est un fait, moi je regarde beaucoup le positionnement institutionnel, et dans tout ce qu'a fait le dollar depuis le 28 février, je voyais qu'il remontait, donc, mais il a échoué fin mars. Je me suis posé la question, dans toute cette phase d'hausse, qu'ont fait les institutionnels. Alors, de manière très étonnante, oui, ils ont acheté. Les institutionnels, et de manière assez nette d'ailleurs, les institutionnels se sont exposés. Donc il y a eu un stress. Je parle là des traders institutionnels, d'asset management et de hedge fund sur les contrats à terme forex, contrats futurs et contrats d'options. Je ne parle pas du spot. Mais ce sont des positions à effet de levier, donc elles sont massives. Et effectivement, lorsque vous regardez donc les données, eh bien, je prends ici le rapport Commitment of Traders de la CFTC, et donc je prends l'euro-dollar, la position nette. Donc vous voyez qu'il y a eu une augmentation sensible des positions short euro-dollar, une réduction des positions longues, et en fait, je me suis posé la question, comment se fait-il que malgré donc la hausse des achats de dollars par les institutionnels, malgré la hausse des achats de dollars par les institutionnels, donc je vous montre ici, puisque je n'avais pas affiché l'écran, donc là vous avez une chute de la position nette. C'est sur l'euro-dollar, les contrats à terme euro-dollar. L'euro-dollar, lui, je vous rappelle donc qu'il a tenu son support. L'euro-dollar a tenu son support. Voilà. Il a tenu cette grosse zone support, des 1,14, 1,15. Pourtant, les institutionnels, d'après le Code Report, ont augmenté leur exposition short. La position nette a chuté. Mais en regardant dans le détail, regardez bien, la position nette a chuté, pourquoi? Parce que ça a été surtout une réduction des positions longues. Il y a eu une toute petite augmentation des positions short, mais surtout une réduction des positions acheteuses sur l'euro-dollar. Donc en fait, en gros, il faut raisonner à l'envers. Ça veut dire que sur le dollar américain, la hausse de la position nette, qui est inverse donc à celle de l'euro-dollar, c'est parce qu'il y a eu une réduction des positions vendeuses sur le dollar. Il n'y a pas eu finalement tant que ça une explosion des achats dollars. Ça a été plus, on réduit nos ventes, parce qu'on ne sait pas. Et donc, si vous voulez, la hausse de la position nette acheteuse sur le dollar américain face à un panier de devises, et surtout du fait d'une réduction des positions short. Et c'est ce qui explique, je pense, le fait que le marché n'a pas réussi à dépasser cette résistance. Donc, au final, il n'y a pas eu une augmentation, il n'y a pas eu finalement une explosion des achats bruts. Voilà. Donc ça c'est intéressant, ça montre que les institutionnels, malgré le contexte, se disent il y a des forces de rappel baissières sur le dollar. Bon. Dans tous les cas, je regarde ici à nouveau la représentation du Code Report sur l'euro-dollar. Vous avez ici le pourcentage des institutionnels à l'achat et à la vente. Donc sur l'euro-dollar, il y avait 70% d'acheteurs. Dans la baisse ici de l'euro-dollar qui a finalement tenu son support, on est tombé à 48% d'acheteurs, donc il y a 52% de vendeurs. Mais malgré ça, malgré le fait que maintenant les vendeurs sont un peu majoritaires, l'euro-dollar tient son support. Et ça, il y a une divergence. Il y a une divergence qui met en avant le fait qu'il y a des causes profondes qui mettent la pression sur le dollar américain. Et ça, c'est très intéressant pour la suite de sa tendance, parce qu'on a quand même la démonstration que le dollar, pour qu'il soit en mesure de donner un signal technique bullish, il va falloir vraiment un fondamental incroyable. Et pourtant, ce que nous avons vécu, la situation au Proche-Orient, reste quelque chose d'exceptionnel et de potentiellement systémique. Donc, malgré la capacité du marché-action à se reprendre, il y a des choses quand même... Bon, alors effectivement, il n'y a pas eu de conséquences techniques haussières. Il n'y a pas eu de conséquences techniques haussières sur le cours de l'euro-dollar, sur le cours du dollar US face à un panier de devises.
Malgré donc malgré l'augmentation des achats de dollars par les institutionnels, malgré le contexte, malgré beaucoup de choses, eh bien, franchement, on était parti pour valider le même type de signal ici qu'avril 2018 et que novembre 2021. En plus, là, c'était la deuxième année du premier mandat de Trump. Nous sommes dans la deuxième année du second mandat. Eh bien, non, ça ne l'a pas fait. Et il y avait des divs, il y a des divs qui rappellent celle-ci. Et non, c'est comme l'euro-dollar. L'euro-dollar, eh bien, n'a pas cassé de support. Donc, tant que l'euro-dollar casse pas cette grosse zone support des 1,14-1,15, il reste dans des dispositions qui mettent donc l'impression sur le dollar US. Bon, au final, le dollar est revenu à la case départ. Mais le fait d'avoir rejeté sous cette résistance, de repasser sous la SMA 200, si vous prenez le Kumo Weekly, on repasse sous le Kumo Weekly du système Ishimoku, je me mets en données mensuelles, il n'y a rien de bullish. Tant qu'on est là-dessous, il n'y a rien de bullish. Voilà. Donc, le dollar, eh bien, a manqué le coche. Et donc, si malgré la situation de mars-avril, il n'est pas en mesure de donner un signal bullish, le sera-t-il plus tard ? Eh bien, c'est compliqué dans le sens où il y a des raisons fondamentales de faiblesse du dollar US qui neutralisent donc son aspect refuge face aux risques systémiques. Et ces raisons fondamentales de faiblesse sont assez nombreuses. Alors, j'ai tout mis dans ce tableau. Oh, ne fuyez pas, ne vous dites pas, c'est illisible comme d'habitude. J'en parle. J'ai une version ensuite un peu synthétique. Mais il faut avoir conscience que le Forex, c'est compliqué, il y a beaucoup de raisons qui agissent. Donc, dans la plupart des raisons, pour moi, la première raison, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est lié à la distinction entre inflation nominale et inflation sous-jacente. Oui, le prix du pétrole, oui, le prix du gaz, mais ça retombera aussi vite que c'est monté quand ça retombera. Par contre, il y a toutes les autres composantes de l'inflation, notamment les services, elles, qui n'ont pas flambé, qui même sont encore en désinflation. Ça, c'est la première raison qui fait que personne ne croit en un rebond durable, en un rebond de l'inflation sous-jacente, celle qu'on regarde les banques centrales. Deuxième raison, la fête de Kevin Warsh. Kevin Warsh, vous savez, là, ça y est, c'est fin avril, ça se joue là, c'est fin avril. Là, dans la dernière quinzaine d'avril, il y a le processus de validation de Kevin Warsh devant la commission bancaire du Sénat US. Alors, ça bloque, il y a un sénateur républicain qui bloque, mais ils vont tout faire pour que ça passe. Tout va être fait pour que d'ici le 15 mai, départ de Jérôme Powell, Kevin Warsh soit confirmé. Peut-être un peu après, mais... En fait, le marché s'est dit, mais attendez, Kevin Warsh prend la tête de la Fed, le FOMC évolue, etc. Il a été choisi pour baisser les taux. Il a de la chance parce que, alors la chance non, le conflit est mal tombé pour lui, mais il a de la chance parce que là, les chiffres de l'inflation montrent que l'inflation sous-jacente n'a pas rebondi. Au pire, ce sera le statu quo, donc le marché se dit au fond, au pire, c'est le statu quo. Donc le sommet des taux est fait aux États-Unis. Le sommet des taux est fait, alors qu'il y a des taux beaucoup plus élevés dans d'autres zones. Bon, donc ça c'est déjà effectivement un facteur qui n'est pas haussier. Ensuite, bien sûr, la défiance envers les politiques de Trump, que ce soit géopolitique, internationale, macroéconomique, commerciale. On a bien vu que tout ce qu'il fait met la pression sur le dollar US, notamment quand il part en mode shakeout. Ensuite, une raison plus concrète, la déficit budgétaire, la dette publique et l'explosion des dépenses militaires. Tout ça, ça met la pression sur le dollar US. La soutenabilité de la dette US. Quelques illustrations sur ce sujet. Le déficit budgétaire qui reste massif, autour de 6% du PIB, chaque année. Et ça ne va pas s'arranger, il n'y a pas de plan pour que ça s'arrange. L'augmentation de la dette en absolu, l'augmentation de la dette en relatif, l'explosion des dépenses militaires qui devraient être de plus de 1500 milliards l'année prochaine, elles sont déjà de 1000 milliards. Tout ça interroge à long terme sur la soutenabilité de la dette US. D'ailleurs, la Chine a donné des instructions à ses institutions économiques pour arrêter de s'exposer davantage à la dette US et de réduire l'exposition au système dollar. Donc ce sont des raisons de fond, l'attrait pour les devises émergentes, la diversification des réserves de change. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur les devises émergentes, je vous les avais parlé tout à l'heure, je ne vous remontre pas ça. La diversification des réserves de change, prenez par exemple l'exemple de la Chine, qui a 3400 milliards de dollars de réserves de change. Alors, dit de dollars parce que c'est converti. En fait, il y a 1500 en dollars, mais il y a d'autres devises. Et vous avez, mois après mois, la Chine qui augmente la part de l'or, qui est maintenant à 323 millions de dollars. 323 milliards de dollars, pardon. 323 sur 3400, donc on est presque à 10%. Donc, il y a un processus, si vous voulez,
de diversification vis-à-vis du dollar US, de dédollarisation, qui font que, ajouter à cela le fait que personne ne croit que la Fed de Warsh va monter les taux, la situation budgétaire et d'endettement public aux États-Unis, la défiance vis-à-vis des politiques menées par Donald Trump, et imaginer à un moment ou à un autre une hausse du chômage aux États-Unis, fait que tout ça, eh bien, dans la balance, a pris le dessus sur l'aspect refuge du dollar américain. Donc, effectivement, quand je dis que le dollar US a manqué le coche, c'est que vous avez des raisons macro, politique monétaire, de taux d'intérêt, de finances publiques, de flux internationaux, tout un tas de raisons structurelles qui font que, eh bien, même dans un contexte global macro systémique, parce que si les événements au Moyen-Orient ne sont pas d'ordre systémique, dans ces cas-là, qu'est-ce qui est d'ordre systémique? Alors, il aurait fallu boucher tous les détroits commerciaux du monde, peut-être, les 10 qui comptent, rappelez-vous, je vous en ai parlé. Enfin bon, bref. Voilà, chers amis, alors, le dollar US a manqué le coche. Vous en connaissez maintenant les raisons fondamentales. D'un point de vue technique, il n'a pas non plus donné un signal de continuation baissière, mais finalement, il se maintient dans le même trading range en place depuis quelques mois. Merci à toutes et à tous de votre attention et passez une excellente suite de semaine. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.